on se rend compte que les formes, la mise en scène de ces formes, le format du tableau, les matériaux utilisés, les couleurs, les matières, tout cela constitue un langage avec lesquels plus on a les codes en partage. Voilà, effectivement, il y a toujours une question de code. Moi, je ne connais pas la psychologie à mon échelle, mais ce que je veux dire, c'est que plus j'ai des codes en partage, plus je peux sentir l'agilité ou être agile avec les choses. Enfin, vous voyez, à un moment donné, voilà, hein, bon. Prestidigitateur, les chiffres, voilà, occulter une masse pour la mettre à l'heure, la rendre visible quand on veut analyser. Non, mais après, il y a la comptabilité, certainement. Ouais, c'est bien. Alors, c'est très intéressant, je vais m'en servir. C'est parfait pour moi. Alors, on est dans une salle, mais on peut choisir un autre métier, hein, je ne fétichise pas la comptabilité, mais ça me permet de rebondir sur la justesse, voilà ça m'intéresse. En tout cas, dans cette salle, c'est une salle qui est consacrée à le mouvement qu'on a appelé le Bauhaus. Bauhaus, ça veut dire maison de la construction, Bauhaus. C'est la première grande école de design en Allemagne en 1919. C'est de 1919 à 1933. Alors, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais 1933, c'est l'arrivée de Hitler au pouvoir, et cette école est fermée. Hein, voilà. Voilà, de toute manière, voilà. Non, voilà. On est vite dégénéré quand même. On a tous de quoi craindre à un moment donné si on commence à mettre des critères de dégénéré. C'est ce qu'ils avaient dit, hein, c'est ça. Ah oui, c'est l'art dégénéré. Et d'ailleurs, il y a actuellement une exposition au musée Picasso sur l'art dégénéré. Des œuvres qui sont présentées, qui étaient présentées, voilà. Superbe exposition. Donc ici, ces œuvres du Bauhaus, c'est la première école de design. Alors, et puis là, vous avez des œuvres ici, là, avec du cinéma. Le cinéma, c'est de l'animation, c'est de la mobilité, c'est des choses qui bougent tout le temps, vous avez compris, hein, voilà. Et puis vous avez un certain nombre d'œuvres d'artistes comme Paul Klee, bon, il n'y a pas de Kandinsky là aujourd'hui, mais Laszlo Molinage, enfin, des artistes qui appartiennent aux abstractions russes aussi. Alors ça va nous donner l'occasion de voir le lien entre les deux, ce qu'est l'abstraction et surtout, qu'est-ce que c'est que tout ça fait, quel rapport tout ça a à voir avec notre périph'. Eh bien, avec l'industrialisation, produire des objets c'est bien, mais les vendre c'est mieux. Et pour les vendre, c'est pas suffisant de les produire. Il faut que les gens aient envie de les acheter. Et ça tout de suite, dès 1850, on comprend que là, le pays qui saura réaliser le bon design gagnera la course économique, la concurrence économique. Alors la concurrence économique, les problèmes de balance de paiement, c'est pas nouveau, hein, ça date. Colbert, hein, le colbertisme, c'était aussi produire des industries nationales pour éviter le déficit des paiements. Donc il n'y a rien de nouveau. Bon. Mais à ce moment-là, en plein cœur du XIXe siècle, on a besoin d'une nouvelle catégorie de compétences. L'artiste, c'est celui dont le métier, c'est la rhétorique de l'image. Les formes, les couleurs, comment interagissent les formes et les couleurs, et surtout comment elles communiquent ici. L'émotion, la poésie, l'intelligibilité par des formes et des couleurs. C'est le métier de l'artiste. Il y a l'ingénieur qui se met en place au XIXe siècle, puisqu'on a besoin d'ingénieurs pour appliquer la science pour produire des objets. On applique la chimie nouvelle, on applique concrètement la mise en œuvre de matériaux pour produire industriellement, c'est-à-dire on échappe à l'artisanat. Il ne s'agit plus de produire pour 50 ou 100 personnes, ni 1000, mais pour 10 000, 1 million, tout de suite une rupture d'échelle. Donc on a besoin d'ingénieurs, parce que c'est celui qui permet le passage à une autre échelle avec l'industrialisation. Et puis, on se rend compte que entre les deux, il manque un métier. Quelqu'un qui connaîtrait suffisamment les lois artistiques
mais qui connaîtrait suffisamment les enjeux du projet ou de la mise en œuvre pour pouvoir dessiner d'une manière à ce que les objets passent en machine. C'est le début du design, du dessin industriel, et c'est le début d'un métier qu'on appelle le designer. C'est ça, on a besoin. Voilà. Et là, on est en... Donc ça, c'était 1850. La lutte, c'est les pays c'est l'Angleterre, la France, l'Allemagne. C'est les trois pays qui se font une concurrence énorme, notamment dans le cadre des expositions universelles. 1850, T1, à Londres, première grande exposition universelle. Ce n'est pas les expositions internationales. Il y a tous les ans, voire tous les 2 ans, des expositions internationales, tous les 4 ans, des expositions universelles. Et alors là, c'est l'état du pouvoir en place de chaque pays. Et donc, on présente ces objets. Et donc, au Bauhaus, en Allemagne, ils vont créer une école, la première école de design, qui va chercher, qui va dire qu'il faut être artiste, mais conserver la place de l'artisan, et en même temps être capable de mettre en œuvre le produit. Et ils vont utiliser donc à la fois des matériaux issus de l'industrie, vous avez le tube métallique, voilà, normalement en acier inoxydable, voilà, il commence à être vieux, voilà. Cette chaise de Lily Reich chez Mies van der Rohe, là, ici, hein, voilà. Et puis, la mise en œuvre de design, c'est le canage qui est tressé à la main. Et l'équilibre de la forme, regardez, le vide, l'œil doit pouvoir circuler. Vous voyez là, la mobilité de l'œil, je plaisante pas, c'est énorme. C'est le signe de la modernité, c'est la gestion des flux. Les flux visibles, les flux invisibles. Et donc cette mobilité, on dirait aujourd'hui volatilité, presque. Voilà, tellement c'est rapide, mais c'est là déjà, regardez, partout on doit voir au travers. Vous voyez? Et là, par exemple, le travail du flux, de la lumière, de la circulation, de l'effet de transparence, tout ça c'est important. Et alors, je vais m'intéresser à ce tableau, qui alors là peut sembler un langage très austère, absolument géométrique, qui ne doit rien au code classique. On ne trouve pas de perspective, on ne trouve pas de multiplication des points de vue. Cependant, qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses. On a des cercles, des formes géométriques qui semblent passer les unes devant les autres. Regardez, comme des lumières, regardez celle-ci, comme un faisceau de lumière, et quand ça se croise, ça devient blanc. On sent, vous voyez, cette bande qui vient du haut, qui va jusqu'en bas, cette forme qui semble traverser ce cercle. En fait, on a de l'espace. On n'a plus la profondeur de la Terre, on a l'espace. Et ça flotte. Et puis surtout, je reviendrai dessus, regardez, on a un cercle parfait qui est obtenu comment ce cercle? Qu'est-ce qu'on utilise pour un cercle parfait? Un compas. On a des formes géométriques parfaites qu'on obtient avec les outils de l'ingénieur. Donc c'est un manifeste des outils qui permettent d'obtenir de la précision. Or, la précision, c'est devenu tendre vers la perfection, vers la justesse de la forme. C'est devenu un critère important. Parce que quand on doit produire à grande échelle, un petit dessin où on fait une erreur d'1 millimètre, c'est rien. Mais quand on doit produire, élargir le geste et produire à grande échelle, le petit millimètre exponentiellement agrandi, ça devient une erreur. Et on chasse l'erreur. Il faut chasser l'erreur.
Et donc, cette volonté à ce moment-là, chez les Russes comme chez les Allemands à ce moment-là, de se construire, c'est de chasser l'erreur. Alors, c'est quand même intéressant, ça veut dire que si on peut chasser l'erreur, on peut rendre parfait les choses. C'est pas juste l'erreur pour l'erreur, c'est comment obtenir de la perfection duplicable en grand nombre. C'est parce que l'ambition, c'était comment obtenir de la qualité pour le plus grand nombre. Alors, est-ce qu'on résout, est-ce qu'on résout pas? Est-ce qu'on trouve ça naïf? C'était une autre époque peut-être. Voilà. En tout cas, l'idée, c'était d'obtenir une perfection appliquée au quotidien pour le plus grand nombre. Et donc, l'outil de l'ingénieur est devenu cette garantie d'évacuer l'erreur. Mais qu'est-ce qui se passe en ingénierie? C'est que ce qu'on applique aux objets, on peut aussi l'appliquer à tous les domaines, y compris vouloir corriger les erreurs physiques, redresser, corriger, voilà. Et c'est intéressant parce qu'on passe, ben oui, on peut l'appliquer aux humains, quoi. Et puis on peut l'appliquer en grand nombre. C'est ça que je suis en train de vous raconter, c'est que aussi, une fois qu'on pose un principe et un imaginaire, c'est pour le meilleur et pour le pire, comme pour tout. Voilà. Voilà, pour le meilleur et pour le pire. Et que le principe est posé. Mais il y a eu à un moment une ambition de pouvoir trouver cette perfection duplicable, transposable pour un plus grand nombre. Mais très vite, en Allemagne comme en Russie, soviétique à l'époque, c'est utilisé par des dictateurs qui vont demander aux artistes de travailler au service de la construction d'un monde nouveau avec des hommes et des femmes nouveaux, nouvelles, voilà, hein, c'est-à-dire parfaits. Des bons outils pour être bien coordonnés dans un rouage parfait. Effectivement, dans les films, dans les documentaires, même dans le sport, les Jeux Olympiques, c'est l'étalonnage, c'est la perfection de l'outil industriel. C'est même la performance. Et la performance, c'est pas réaliser des résultats, c'est être au-dessus du résultat. Et c'est une élasticité, on tire un petit peu plus à chaque fois, quoi. Vous voyez ? Donc, ces artistes-là, avec le choix de leurs outils, ce choix de la lumière, ce choix de la mobilité, ce choix de la précision, c'est aussi un état de la pensée à un moment donné. Et même à ce moment-là, on pense qu'on est arrivé à un tel degré de perfectionnement d'ingénierie qu'on peut défier la pesanteur. C'est pour ça qu'il y a la course à l'espace dès les années 1920. Pourquoi on s'arrêterait ? Puisque l'ingénierie va toujours apporter des solutions, suppose apporter des solutions aux problématiques qu'on va soulever à chaque fois. Voilà, on a ouvert l'herbe de Elon Musk, en fait. Non mais il vient de cette histoire-là, en fait. Hein. C'est vrai, c'est tout simplement de là que ça a démarré. C'est un ingénieur à l'origine, Elon Musk. Voilà. Et il est tout à fait dans cette histoire-là, en fait. L'histoire, c'est fabuleux parce que quand vous regardez, quand on se pose un peu, voilà, après je comprends, on ne sait pas de quoi ça parle. Bah justement, il faut un peu se dire, bah, qu'est-ce que ça me raconte ? Et en fait, c'est comme si c'était un ovni, une œuvre d'art. Il faut dire, c'est un ovni, il faut arriver à trouver l'entrée dans l'œuvre. Et ben, on commence à regarder, bah, c'est des cercles, c'est obtenu, c'est les ingénieurs, c'est pas l'outil de l'artiste, c'est pas les couleurs habituelles de l'artiste, c'est de la transparence, c'est du gris, c'est du blanc. Et puis même quand on regarde de près, on voit qu'il n'y a même plus les modulations de touches. C'est comme si c'était une machine. Donc il y a une volonté d'impersonnalité absolue. Vous voyez ? On continue ? Non, encore.